Bonsoir, bienvenue dans Lyon Politique. On débute ce soir une série d'émissions consacrées aux élections régionales. On va recevoir les candidats à tour de rôle, les principaux candidats un par un. Et ce soir, nous sommes avec Andrea Cotarac, le candidat du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Lionel Favreau, notre expert. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo. Bonsoir. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine partenaire. Andrea Cotarac, vous aviez déjà été tête de liste du RN l'an dernier lors des élections à la métropole. Cette fois, vous êtes tête de liste pour les régionales. On va rappeler que vous êtes un natif de la région, originaire de la Haute-Savoie. Vous avez fait vos études à Lyon et vous avez déjà été conseiller régional. À l'époque, c'était sous l'étendard de la France insoumise avant de changer de camp et de passer au Rassemblement national. Alors, quelles sont vos priorités pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes ? Quel est votre programme? Quel est votre projet? Le RN sera-t-il la deuxième force politique de la région au soir du premier tour, comme le prédisent les sondages? On va en parler avec vous. Donc, Andrea Cotarac, invité de Lyon Politique. Laurent Wauquiez, d'abord, l'actuel président de la région, qui est officiellement entré en campagne avec sa déclaration de candidature cette semaine, candidat à sa succession. Votre réaction, tout simplement? Écoutez, qu'il soit candidat à sa succession ne me surprend pas. Maintenant, je crois que dans ce mandat, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Vous avez rappelé que je suis passé de la France insoumise au Rassemblement national parce que j'avais dénoncé une forme d'islamo-gauchisme, d'islamisme, de racialisme à gauche. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Mais j'aimerais quand même ajouter une précision, c'est que quand j'ai fait ce choix-là, j'ai démissionné de mon mandat d'élu régional. Je pense que c'est la moindre des choses, c'est-à-dire respecter les électeurs. Aujourd'hui, il y a une dimension dont on ne parle pas, c'est l'abstention. Beaucoup de personnes râlent vis-à-vis de l'abstention, ou râlent en disant que les électeurs ne respectent pas assez les élus. Je pense que les élus doivent respecter les électeurs. C'est pour ça que j'ai rendu mon mandat, ce qui n'est pas le cas de Madame Condemine, par exemple, qui a été élue sur l'étiquette PS et qui a rejoint Laurent Wauquiez, ce qui n'est pas le cas des 5 élus socialistes qui ont formé le groupe d'En Marche, et ce qui n'est pas le cas non plus d'Olivier Véran, qui même en étant ministre n'a même pas eu la courtoisie de démissionner de son mandat régional. Donc je suis le seul à avoir été exemplaire à ce niveau-là. Lors de ses déclarations de candidature, Laurent Wauquiez a beaucoup insisté sur la sécurité, le refus du communautarisme, de l'islamisme. Est-ce qu'il vous laisse encore un espace politique? Écoutez, l'espace politique, il est très clair aujourd'hui, tant au niveau national que local. Laurent Wauquiez a fait des choses au niveau sécuritaire. Il a monté une commission hors compétence, qui est une commission sécurité. Le problème, c'est qu'il a quand même une manière de faire qui est pour le moins étrange. Lorsqu'il parle de sécurité, il y a encore quelques semaines, il a réuni M. Larcher, président du Sénat, il a réuni le maire de Bron, le maire de Rieux, bref, uniquement des personnes appartenant à son parti politique DLR. Je crois que la sécurité, aujourd'hui, on a atteint un cap dans la société. Vous avez vu avec les policiers, dont on parle de colère sourde. À mon avis, la colère ne restera pas si sourde très longtemps. Vous avez parlé de l'armée, la grande muette, qui n'est plus vraiment muette. Je crois aujourd'hui que Laurent Wauquiez, en agissant de manière partisane, agit de manière d'un autre temps. Mais idéologiquement, il chasse sur vos terres l'islamisme, la sécurité. D'ailleurs, le dernier sondage Ipsos, que vous avez sans doute vu, dit Laurent Wauquiez siphonne clairement des voix au Rassemblement national à votre détriment. Et si vous voulez, il ne siphonne pas vraiment parce que les LR, finalement, c'est Laurent Wauquiez qui était patron des LR, ont toujours ce double discours. Ils ont le verbe haut contre l'islamisme, ils ont le verbe haut contre le communautarisme. Il n'empêche que son ami, par exemple, M. Damien Abad, député LR de notre région, dans le département de l'Ain, soutient par exemple l'association islamiste, la secte islamiste Miligorus, qui est un organe de M. Erdogan, pour la grande mosquée de Strasbourg. Il a dit que dans cette association, qui est d'ailleurs interdite en Allemagne, c'est une association clairement terroriste, M. Abad, l'ami de Laurent Wauquiez, nous explique que dans cette association, il y avait beaucoup de gens qui défendaient les valeurs de la République. Ça m'étonne de voir tous les LR, par exemple, dire qu'ils sont contre l'école Miligorus à Albertville, quand eux-mêmes défendaient cette association pour Strasbourg. Donc on voit qu'il y a un double discours que les Français ont vu, inutile de le rappeler aujourd'hui. Seul le Rassemblement national s'oppose à l'islamisme dans notre pays. On va écouter Laurent Wauquiez qui a donc décidé d'axer sa campagne notamment sur la sécurité, même si ce n'est pas une compétence de la région. Quand la région était gérée auparavant par les socialistes, par l'extrême gauche et par les Verts, le budget qui était consacré à la sécurité, c'était 0. Et depuis que nous nous occupons de la région, nous en avons fait une priorité essentielle. Nous y avons consacré 160 millions d'euros. Pour moi, la gravité de la situation impose la mobilisation intégrale de chaque collectivité locale. C'est un combat que nous ne pouvons réussir et mener qu'ensemble. L'engagement pour nous sera clair. À chaque fois que la région le pourra, elle agira fortement sur la question de la sécurité dans les années à venir. Vous êtes d'accord avec lui, il faut outrepasser les compétences de la région ?
Écoutez, la région a des compétences en matière de sécurité des équipements dans les TER, sécurité au niveau des lycées. Le problème de Laurent Wauquiez, c'est il dit qu'il faut une mobilisation de toutes les collectivités territoriales. Concrètement et dans les faits, ce n'est pas vrai. Il a réuni notamment des élus de la métropole de Lyon qui étaient uniquement LR. Souvenez-vous de M. Boudjelaba, qui est le maire de Givors, qui est étiqueté ELV, donc qui n'est pas forcément de mon bord, qui avait été exclu de cette réunion-là parce que, en tout cas, selon lui, il n'était pas LR. Mais quand il dit avoir mis 160 millions d'euros, ça ne vous semble pas suffisant? Est-ce que vous n'êtes pas obligé, vu son discours, à la surenchère? Pas du tout, c'est pas une surenchère. Vous savez, Laurent Wauquiez a installé la vidéosurveillance, pourquoi pas, notamment aux abords des lycées. On parlait aussi de portiques, mais la violence, elle n'est pas que aux portes des lycées. Nous, on va prévoir, par exemple, un référent sûreté dans chaque lycée pour qu'il nous alerte, pour qu'il alerte la région sur ce qui se passe dans le territoire. J'ajoute un point. Quand vous voyez un séparatisme dans notre région, quand vous voyez qu'il y a à peu près 800 incidents lors de la minute de silence de Samuel Paty, j'estime que c'est à l'intérieur des lycées qu'il faut agir. Moi, je vais demander, et la région engagera, si je suis président, des formations pour les professeurs, pour le personnel rattaché à la région, pour savoir comment réagir face à cela. On a aujourd'hui des professeurs qui sont mis de côté, qui sont laissés pour compte. Souvenez-vous, dans le 5e arrondissement de Lyon, un professeur, à la suite d'un cours sur la laïcité, qui avait été menacé à l'arme blanche par Mais le fait qu'il soit sur ces thèmes, est-ce que ça ne se ressent pas dans les sondages? Parce que je vous rappelle, sauf erreur, que vous êtes un des plus faibles résultats des candidats Rassemblement national en France. Il y a beaucoup de régions où ils sont au-delà du 25, voire 30%. Est-ce que vous plafonnez pas autour de 20, voire un petit peu plus, parce que Laurent Wauquiez sur ces thèmes? D'abord, c'est faux, premier point. Deuxième point, je vous disais, donc j'élabore mon programme avec des référents sécurité, avec des formations. J'estime qu'on aura aussi droit à un appel au droit d'expérimentation qui est prévu par le Code général des collectivités territoriales pour instaurer une police de TER, par exemple. Laurent Wauquiez, pour le coup, en ce qui concerne la police dans les TER, en ce qui concerne l'insécurité, n'a pas agi. Mais question précise, Andréa Cotarac, oui. Laurent Wauquiez aide des communes, notamment Bron, à financer des caméras de vidéosurveillance, par exemple. Vous ferez la même chose si demain vous êtes à la tête de la région? Bron, mon commune LR, commune où il y a un maire qui a été menacé de mort. J'ai d'ailleurs soutenu ce maire-là. Je vous le dis, vidéosurveillance, pourquoi pas? Si une commune donne 1 euro, la région donnera 1 euro, en ce qui concerne, si je préside la région. Maintenant, la vidéosurveillance, ça ne fait pas tout. Moi, je veux du personnel. On a vu que dans les TER, des contrôleurs, on leur demande de contrôler, on leur demande de faire la police à l'intérieur. Ils sont tous agressés. On a la SUGE qui fait un travail extraordinaire, la police ferroviaire. Moi, je suis souvent dans les trains, quasiment quotidiennement. J'en ai vu 2 cette année, deux brigades, on va dire, de la SUGE. Donc on a bien compris votre idée, c'est un plan sécurité global. On a prévu de parler des lycées et des TER un peu plus tard dans l'émission, mais bon, comme ça, ce sera fait. On va parler de l'UNSA maintenant, si vous le voulez bien. Il y a eu ce ralliement d'un syndicaliste de l'UNSA qui a rejoint vos listes pour les élections régionales, Stéphane Blanchon. Écoutez le syndicat, l'UNSA, pour qui ce ralliement est une trahison. Il a, en choisissant la voie du Rassemblement national, trahi son engagement à l'UNSA et son adhésion à la charte de valeurs de l'UNSA. Notre charte de valeurs est très claire et elle est incompatible avec ce que représente le Rassemblement national. Nous faisons face à tous les mouvements d'extrême droite et donc Monsieur Blanchon, en rejoignant le Rassemblement national, s'est disqualifié. Voilà, vous lui répondez quoi? D'abord, je ne sais pas qui est ce monsieur. Un représentant de l'UNSA. D'accord. Moi, le monsieur Blanchon, celui qui rejoint mes listes, c'était le secrétaire général national de l'UNSA dans la Fédération Santé Cohésion Sociale, ce qui est le premier syndicat en matière de santé. Je crois qu'il a été lucide, comme Philippe Ballard qui est dans les médias. Vous verrez chez moi aussi de nombreux ralliements, notamment dans l'éducation, notamment dans l'armée, qui font aujourd'hui l'actualité. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de symboles. Quand on vous parle, par exemple, de lycée, je pense qu'aujourd'hui... il est utile que la région soit porteuse de l'identité de la nation pour réunir la nation, pour réunir et faire en sorte que la République soit indivisible. Moi, je demanderais là aussi un droit à l'expérimentation au gouvernement. Je reviens juste sur l'uniforme. Je reviens juste sur l'UNSA, une petite seconde. Sur l'UNSA, la solidarité, la fraternité, la tolérance, parmi les valeurs de l'UNSA dans leur charte. C'est des valeurs défendues, ça, par le Rassemblement national, la tolérance?
Écoutez, tolérance, c'est supporter quelqu'un. Nous, on ne souhaite pas supporter, on souhaite en faire en sorte que les gens s'assimilent à la République. Point 1. Point 2, je m'excuse aujourd'hui, mais le Rassemblement national, c'est la référence de la République. C'est la référence de la laïcité. Je vous prends un exemple. Quand je vais dans le quartier de Tesser, à Grenoble, où des personnes nous alertent le Rassemblement national sur le fait qu'il y a des prières de rue dans leur quartier, avec des femmes en burqa, avec des barbus, toutes les personnes qui nous alertent sont de confession musulmane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un point qui est évident, c'est que le Rassemblement national, c'est la défense de la République, c'est la défense de l'indivisibilité de la République face au racialisme, c'est le symbole de l'unité de la nation face à l'islamisme, et ça, objectivement, toutes les enquêtes et tous les sondages le prouvent. Alors justement, vous parlez de sondages, sauf que le dernier sondage Kantar public, qui est une étude sur plusieurs décennies, précise que seulement 25% des Français considèrent que Marine Le Pen fera une bonne présidente de la République. Donc est-ce que ça ne veut pas dire que la dédiabolisation, entre guillemets, que vous revendiquez, ne fonctionne pas totalement? D'abord, je crois qu'on n'a pas les mêmes sondages, puisque, comme vous le voyez, l'adhésion au projet et à la personne de Marine Le Pen est supérieure à l'adhésion d'Emmanuel Macron. Premier point. Deuxième point, vous prenez les réponses qui vous conviennent, mais celle que je viens de citer est authentique. C'est juste inédit. C'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a un taux d'adhésion supérieur à celui du président de la République. Quand on dit que le vote Rassemblement national, c'est un vote de rejet de Macron, etc., c'est faux, puisque Marine Le Pen a un taux d'adhésion supérieur. Deuxième point absolument inédit, en 2015, à gauche, et notamment au Front de gauche, Marine Le Pen avait 5% de popularité. Même pas de vote, de popularité. 5%. Aujourd'hui, on constate qu'il y a autant de personnes de gauche qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen au second tour que de personnes de droite. Ça prouve vraiment que la stratégie de Marine Le Pen, d'unité nationale, de rassembleuse, de faire en sorte que le bien commun des Français reste tel quel, de défendre notre identité face à des personnes qui promeuvent le racialisme, la division, l'islamisme, et bien alors, bien évidemment, c'est Marine Le Pen qui le représente. Si vous le voulez bien, on va revenir sur les élections régionales. C'est quand même ça qui nous intéresse, comme je l'avais dit en introduction, et on va parler de votre programme sur l'économie. Quelles sont les 2-3 mesures phares que vous proposez pour relancer l'économie d'Auvergne-Rhône-Alpes après la crise? Comme pour le reste, je crois qu'il y a d'abord un constat. On est en pleine crise du Covid et on a dans la presse économique ce qu'on appelle des entreprises fantômes. C'est-à-dire que quand vous comparez le nombre de faillites l'année dernière et le nombre de faillites cette année, alors qu'il y a une catastrophe économique, vous constatez qu'il y a plus de faillites avant. Pourquoi? Parce qu'il y a bon nombre d'entreprises qui auraient fait faillite normalement, qui sont maintenues par l'État et par les aides. On sait que quand les aides vont être stoppées, eh bien ces entreprises vont tomber en faillite avec du chômage. Ça, c'est pour le constat. Mais ces aides État et plus région, vous les soutenez? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'étais administrateur de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qu'avait lancé Laurent Wauquiez. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, pour moi, doit cibler, doit géolocaliser ces entreprises fantômes, de manière à anticiper les personnes qui seront en chômage et lancer des formations précises. Premier point. Deuxième point sur l'économie, je crois que la région est la première région industrialisée du pays. Moi, je souhaite promouvoir des formations d'emplois non délocalisables et d'emplois qui favorisent l'identité. Quels sont-ils? Vous avez par exemple la coutellerie de Thiers. Quand vous allez à Thiers, vous voyez que cette coutellerie qui est connue dans le monde entier est en train de s'effondrer. Je souhaite promouvoir cela parce que ce sont des métiers non délocalisables. Je souhaite promouvoir les métiers du tourisme. Notre région a tout sauf la mer et la Tour Eiffel. Donc on a le tourisme de 4 saisons, on a le tourisme vert, on a le tourisme des villages, on a le tourisme de la haute montagne, de la moyenne montagne, de la petite montagne. Tous ces emplois-là sont des emplois non délocalisables puisque vous ne pouvez pas délocaliser le Mont Blanc. Vous avez des filières sur le photovoltaïque, par exemple, notamment sur les toits. Vous avez vu, j'étais en Savoie récemment, Ferropem, qui est un leader sur le marché mondial de la fonderie, qui est en Savoie, est en train de délocaliser. Cette entreprise, elle fait du silicium, elle travaille le silicium pour le photovoltaïque, justement. Tous ces emplois-là, il faut les maintenir sur le territoire. Et quand Laurent Wauquiez vous parle relocalisation, vous le soutenez? Mais il ne le fait pas. Tout ce que je propose, il ne le fait pas. Par exemple, je suis allé dans Par exemple, il a fait volontairement sa déclaration de candidature depuis une entreprise. Depuis l'entreprise, c'est marrant parce que la veille, je lançais avec Marine Le Pen le concept du localisme et le mouvement des localistes. C'est assez amusant qu'ils reprennent et qu'ils fassent ses courses dans notre programme. Donc là encore, des convergences? Il fait ses courses dans mon programme. Monsieur était ministre. Il a un bilan, on va en discuter, un bilan à la région. Malheureusement, il y a quand même des trous dans la raquette. J'étais dans l'Allier récemment. Là aussi, c'était un pôle d'excellence de fabrication de munitions, de petites munitions. Savoir-faire reconnu, connu, notamment l'entreprise Manurin. Vous constatez aujourd'hui sur le marché mondial que les États-Unis, il y a un déficit de petites munitions. En Europe, il y a un déficit de petites munitions. C'est à la région de promouvoir ces idées-là. C'est à la région de réindustrialiser ces territoires qui connaissent
ce savoir-faire et qui savent faire. Très rapidement, Andrea Cotarac, ça veut dire que Laurent Wauquiez, qui de manière assumée a coupé les budgets pour la formation professionnelle, ça veut dire que donc ces formations financées par la région pour les chômeurs, ça veut dire que vous relancerez ce levier-là, il faut remettre de l'argent sur ça. Gouverner, c'est prévoir. Je relance tout type de formation qui justement permettront des emplois non délocalisables, des emplois qui vont mettre en avant l'identité et la fierté de nos territoires. Par exemple, vous avez des exemples sur la région. On va arrêter avec les exemples parce que sinon on ne parlera pas transport, on ne parlera pas éducation, c'est vous qui choisissez. Mais je préférerais qu'on parle du transport ferroviaire et que vous nous disiez ce que vous pensez, du bilan de Laurent Wauquiez et ce que vous proposez. Pour les TER, c'est une autre très grande compétence de la région, sur les petites lignes, sur les fréquences. Effectivement, je pense que la région doit d'abord être à la pointe de l'aménagement du territoire. Le ferroviaire, c'est la liaison, le développement qui devrait être harmonieux entre les villages, les centres-bourgs, les villes moyennes et les métropoles. On constate sur ce point-là que Laurent Wauquiez n'a pas respecté ses promesses. Laurent Wauquiez, c'est le premier président de la région Auvergne-Rhône-Alpes fusionnée. On constate, et je vais vous dire une chose, moi quand je pars à Clermont-Ferrand, je prends ma voiture. J'aimerais bien prendre le train. Pourquoi est-ce que je prends ma voiture? Parce que c'est parfois 2 fois plus de temps en train. Vous avez aujourd'hui sur la ligne Lyon-Clermont, pas forcément que les TER, parce qu'il faut analyser ça de manière générale. Vous avez, c'est une ligne qui est empruntée très massivement. Vous avez Blablacar chez les jeunes, c'est 10 € Lyon-Clermont. C'est 20 à 30 € en train. La voiture, c'est 2 fois moins de temps qu'en train. Donc aujourd'hui, pour faire Lyon-Clermont, pour réunir 2 capitales régionales, eh bien, il faut être un militant. Il faut adorer les trains ou être passionné. Ça, c'est pas possible. En termes de transport, vous êtes opposé au Lyon-Turin en disant que ça relie 2 métropoles. C'est-à-dire que vous jouez les petites lignes contre les grandes lignes. Si vous voulez, moi, je respecte Laurent Wauquiez, je respecte sa vision, mais force est de constater que nos 2 visions sont aux antipodes. On a 2 philosophies différentes. Laurent Wauquiez, il a souhaité engager pratiquement 2,3 milliards d'euros. Engagés, hein. C'est à vérifier puisqu'on additionne en ce moment dans notre groupe ce qu'il a engagé pour le Lyon-Turin. La France avait déjà mis 9 milliards pour le Lyon-Turin. C'est un projet européen. C'est un projet européen, mais que l'Union européenne paye. Je veux dire, Laurent Wauquiez rajoute et saupoudre en faisant de la pub. Lui, il souhaite réunir, casser les frontières ou lier de grandes métropoles, Lyon, Turin et demain jusqu'à Ljubljana ou en Slovénie. Nous, on souhaite, on a une autre philosophie, privilégier les petites lignes. Je vous parlais de Lyon-Clermont. C'est une priorité pour nous. On va engager 100 millions d'euros, rénovation à la fois des lignes et plus de rames. Vous avez le Lyon-Saint-Étienne, dont Laurent Wauquiez avait dit qu'en heure de pointe, ce serait le RER régional. En heure de pointe, c'est toutes les 25 minutes qu'il y a une rame. Quand vous faites Lyon-Saint-Étienne, vous voyez que c'est largement insuffisant. Un mot sur les... Pour finir. Allez-y, terminez. Vous avez en Auvergne un réseau ferroviaire qui est sous-exploité. Moi, je suis pour relancer aussi économiquement les choses, puisque tout s'imbrique, notamment réouvrir la ligne entre Clermont et Ussel, ce qui permettrait de désenclaver finalement l'ouest du Puy-de-Dôme et de relier à tous les centres. Il y a beaucoup de centres thermales là-bas. Relier ça à tous les... pour favoriser le tourisme et pour favoriser les formations dont je parlais tout à l'heure. Notre programme est d'une vision générale où toutes les thématiques s'imbriquent et évidemment que le ferroviaire sera à la pointe. En Ardèche, par exemple, on peut pas faire une carte ferroviaire, mais lui a aussi pris l'engagement sur des lignes de fret. Il a pris l'engagement, mais il l'a pas fait. Aujourd'hui, vous avez 40... C'est compliqué de tout détailler, mais il y a eu des engagements de sa part qui n'ont pas été respectés. Quand vous allez en Ardèche, il n'y a pas un train de voyageurs n'est pas passé en Ardèche depuis 1973. La gauche lui reproche aussi d'avoir trop investi sur les routes. Vous avez suivi ça. Oui, j'aimerais bien qu'on parle des routes, si je peux poser une question. Andrea Cotarac, Laurent Wauquiez a relancé les subventions en faveur des infrastructures routières, parce que la région ne finançait pas à l'époque des socialistes. Vous, si demain vous êtes à la tête de la région, vous subventionnerez des contournements de villes, des déviations, des autoroutes, ou pas? Moi, je souhaite d'abord, et je pense que c'était une priorité, désengorger les routes. Vous avez de nombreux projets qu'a lancé Laurent Wauquiez, que j'ai soutenus par ailleurs, mais qui sont des échecs. Je prends l'exemple sur la Haute-Savoie. On a 130 000 frontaliers là-bas. C'était nécessaire d'avoir le Léman Express. Je suis allé visiter les rames d'Alstom dans l'Alsace, j'ai voté pour. Force est de constater, puisque c'est ma zone natale, que c'est un échec. Il y a énormément de retard. On a des employés qui travaillent en Suisse. Le droit social là-bas, c'est pas ce qu'ils ont de meilleur. Donc quand vous arrivez en retard tous les jours, c'est pas possible. C'est un échec. Il y a une sous-exploitation. Vous avez en Ardèche. Il y a eu le Covid qui est passé par là aussi. Vous avez entre la Drôme et l'Ardèche. Beaucoup d'Ardéchois, comme vous le savez, travaillent dans la Drôme. Il y a des flux de véhicules absolument fous. Ils demandent, eux, l'ouverture de petites lignes du quotidien entre le domicile et le travail. C'est pas fait. On a une coopération qu'on devrait avoir avec la région Occitanie. Eux, ils souhaitent justement réouvrir les petites lignes de la rive droite du Rhône. Et on a des trains, en rouvrant cette ligne-là, qui vont passer en Ardèche à vide. C'est un non-sens.
C'est un non-sens. Donc oui, Laurent Wauquiez a promis beaucoup de choses qu'il n'a pas fait, pas respecté. Nous, on s'engage à le faire, notamment en désenclavant à la fois l'Auvergne, j'en ai parlé pour les centres thermales, reliant Lyon et Clermont-Ferrand, en reliant les petites lignes en Ardèche, ou encore en reliant Givors-Brignais, qui va justement désenclaver cette vallée-là. Et on va prendre l'argent que Laurent Wauquiez a mis pour rénover notamment l'autoroute A47 sur ces lignes-là. Pareil pour le fret. On a 48 sites aujourd'hui qui sont fermés. On s'engage sur la mandature jusqu'à 2025 d'en réouvrir en alliant aussi à la fois le fluvial et à la fois le fret et le ferroviaire qui sont dans notre région sous-exploités, je le répète encore une fois. Alors Andrea Cotarac, vous faites aussi campagne sur des thèmes classiques du RN, notamment l'immigration. Vous dénoncez le double discours de Laurent Wauquiez sur cette question. Vous n'avez pas vraiment tenu toujours ce discours puisque le journal du dimanche a ressorti les archives. En 2016, vous étiez à la France Insoumise, vous manifestiez au Mézin sur les terres de Laurent Wauquiez. Souvenez-vous, on va voir des images d'ailleurs. Et à l'époque, vous dénonciez la politique anti-immigration de Laurent Wauquiez avec les migrants de Calais et vous étiez là pour dire bienvenue aux réfugiés. Vous êtes passé de l'un à l'autre en quelques années. Comment ? D'abord, c'est faux. C'est pas bienvenue les migrants. C'était une politique relative aux réfugiés. Maintenant, je vais voir des images. C'est réfugiés. C'est pas immigration. Point 1. Moi, j'ai toujours été pour le droit d'asile. Je suis toujours. C'est un principe constitutionnel. C'est ce droit d'asile qui nous a permis d'accueillir des chrétiens d'Orient. C'est ce droit d'asile qui nous a permis d'accueillir des Arméniens. C'est un droit constitutionnel. Maintenant, de deux choses d'une. Première chose. Les personnes qui arrivent sur notre territoire, il n'y a pratiquement que 5% qui sont éligibles aux critères du droit d'asile. Les autres devraient être reconduits à la frontière. Parmi les personnes qui ont une OQTF, c'est-à-dire une obligation de reconduite à la frontière, seuls 12% sont reconduits à la frontière. On a 88% des personnes sur notre territoire qui ont une OQTF qui ne sont pas reconduites à la frontière. Et à gauche, on a aussi une évolution. Jean-Pierre Chevènement parle de ce détournement du droit d'asile qui n'est plus du tout respecté. Les gens qui viennent ne proviennent pas de zone de guerre. Moi, quand j'étais à la région, j'ai défendu, et vous trouvez les archives, mais le JDD, cette Pravda des LR ne le révèle pas. J'étais au Liban. J'étais en Syrie, j'ai aidé les chrétiens d'Orient. J'ai demandé à M. Wauquiez, plutôt que d'accueillir les chrétiens d'Orient sur notre territoire, qu'il puisse les aider là-bas. Malheureusement, Laurent Wauquiez a retiré à 2 reprises son rapport et n'a pas aidé les chrétiens d'Orient que j'étais allé voir, notamment à Maloula. J'étais au Liban, à Tripoli. J'ai eu une ancienne amie qui travaillait au Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés. Elle me disait, mais aidez-nous plutôt que de les accueillir. Donc pour vous, vous n'avez pas d'évolution politique? J'ai demandé à ce qu'on soutienne les personnes qui sont là-bas. Au Liban, il y a 1 personne sur 3 qui est réfugiée. Et on ne souhaite pas les aider, mais c'est là-bas. Il faut qu'ils y restent en attendant la fin de la guerre en Syrie. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc oui, je suis pour le droit d'asile. Et j'en finis sur un point. Quand vous êtes responsable de la France Insoumise, parfois, vous devez aller sur des territoires contre votre gré, puisque vous représentez une ligne politique. Moi, ma ligne politique, elle était très claire. C'était le courant de M. Georges Kuzmanovic, qui était pour un assèchement des flux migratoires, notamment. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même. Donc si vous voulez, vous ne retrouverez aucun insoumis qui vous diront que j'ai changé d'avis, loin de là. Allez, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, justement, la toute dernière partie de cette émission. Là encore, on a retrouvé une archive. Regardez cette photo, vous êtes avec Jean-Luc Mélenchon. Quand vous étiez à la France Insoumise, avec du recul simplement, ça vous inspire quoi ? Et moi, ma profession, c'est pas de critiquer Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a une part, évidemment, dans mon cursus, dans mon appréciation des relations internationales, dans mon appréciation du rapport de force entre partis. Malheureusement, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont changé. C'est pas moi qui ai changé. Jean-Luc Mélenchon... Réponse du tac au tac, s'il vous plaît, sur les questions sans tabou. Ah bon, c'est déjà fini ? Exactement. Bon. Passons à la suivante. Vous connaissez, pendant les campagnes électorales, il y a souvent des faux comptes. Ça a été une polémique, notamment, qui a visé le Rassemblement national. Est-ce que vous allez bannir ce qu'on a appelé ces trolls de votre campagne ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça n'existe pas, c'est pas fait au RN. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il n'y a pas de fachosphère sur Internet. Il y a certainement des trolls dans tous les partis, mais cette guéguerre, ces enquêtes pour essayer d'aller chercher les gens qui ont des faux comptes ou essayer de restreindre la parole de telle ou telle personne ne me convient pas. Moi, je suis plutôt pour une liberté d'expression dans la limite évidemment de la loi, mais donner trop de pouvoir aux GAFAM, donner trop de pouvoir à ces entreprises américaines, pour moi, est néfaste pour la liberté d'expression de notre pays en France. Emmanuel Macron qui a commémoré le bicentenaire de la mort de Napoléon, c'est une démarche que vous saluez de la part du chef de l'État ? Je pense que c'était un devoir.
Napoléon nous a laissé beaucoup de choses et vous savez, la France c'est ça, c'est l'alliance entre le côté révolutionnaire, républicain et puis l'ordre. Quand vous prenez une pièce d'1 franc de Napoléon, vous avez d'un côté Napoléon empereur des Français, de l'autre République française. Aujourd'hui, je crois que c'est Marine Le Pen qui représente plus cet esprit français. La fusion des 2 régions, Auvergne-Rhône-Alpes, pour vous c'est une bonne chose ou c'est une trop grande région ? Non, j'ai toujours dit que c'était une mauvaise chose. Je crois que ça repousse le pouvoir et le centre décisionnel des territoires. Moi, je suis plutôt localiste, je suis plutôt pour une proximité, pour une démocratie. Et je pense que la démocratie, elle ne revivra, elle ne renaîtra que par la base et que par le local. Le candidat de La République En Marche, Bruno Bonnell, et la candidate socialiste Najat Vallaud-Belkacem qui n'ont pas su répondre ici même sur BFM Lyon à la question « Quelle est la préfecture de l'Allier ?» Ça vous a fait sourire, ça vous a désolé, ça vous a étonné ? Écoutez, moi ça m'a fait sourire. Quand on est ancienne ministre de la République, qu'on revient dans la région et qu'on ne connaît pas la préfecture de l'Allier, bon, c'est pas très grave, après tout, ça peut arriver, mais c'était assez révélateur. Moi, ce qui m'a surtout choqué dernièrement, c'est cet article de Médiacité qui considère que Najat Vallaud-Belkacem pourrait être... en tout cas pourrait défendre les intérêts américains, puisqu'elle était directrice d'une ONG proche de la Maison-Blanche et qu'elle a eu probablement, selon cet article, près de 200 000 € de revenus annuels. Je me pose la question, pour quelle contrepartie? Je pense que face à l'ingérence, quand on veut être président de région, on doit aussi défendre d'abord les Auvergnats et les Rhône-Alpins et pas être soumis à des intérêts étrangers, notamment américains. Vous-même, niveau géographie, vous êtes comment? Par exemple, la préfecture de l'Ardèche? C'est Privas, évidemment. Très bien. Et une autre question à laquelle Najat Vallaud-Belkacem, pour parler d'elle encore, n'a pas su répondre, c'est combien il y a de lycées dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes? Il y a dans notre région à peu près 336 lycées. 600. Environ 600, exactement. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous, Andrea Cotarac. Merci Lionel Favreau. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Et puis évidemment, rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Lyon Politique.